à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Nous sommes évidemment en direct et c'est le dernier jour. Alors au sommaire, aujourd'hui, à quoi ça sert d'apprendre? C'est le thème d'une conférence qui aura lieu ce soir à l'Espace Diamant. Ça se passera aux alentours de 18h30. Pour répondre à cette question, Anis Madja, pédopsychiatre, et Philippe Lacadet, psychiatre, psychanalyste spécialiste de l'enfance, sont nos invités. Francine, bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Alors vous êtes penchée sur les grandes théories de la psychanalyse et Freud n'a plus aucun secret pour vous. Oui, enfin je l'ai presque fui parce que franchement ces longues phrases interminables m'ont posé problème. J'ai failli courir, vous appeler en pleine nuit pour une psychanalyse. Ah, c'est pour ça que vous avez mal dormi. Je comprends mieux. On en parlera tout à l'heure. À suivre, Serge et les arts du cirque. Alors pas de clown, hein, mais des acrobaties au programme. Ça se passera du côté de Bastia avec Natacha Conti. Enfin à 13h, 7e édition de la moisson des brasseurs. C'est un événement national. L'occasion de parler d'une boisson de plus en plus populaire, dont l'image a largement évolué depuis une dizaine d'années. Alors si vous êtes curieux de savoir comment elle est fabriquée, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou nous écrire sur Facebook. Vous veillez, Francine. Tout à fait, je suis sur le poste. Alors tout de suite, à quoi ça sert d'apprendre? Réponse avec nos invités. Philippe et Annie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Célia. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors une fois n'est pas coutume, hein, on va commencer les présentations avec Philippe. Philippe Lacadet, vous êtes psychanalyste, psychiatre, psychanalyste français, spécialiste de l'enfance, de l'adolescence et de l'éducation. Alors ça tombe bien puisque Annie vous a invité, Anis Madja, pédopsychiatre, à l'origine de l'événement qui va se tenir ce soir, 18h30, Espace Diamant. C'est une conférence et qui a pour thème « À quoi ça sert d'apprendre ?» J'ai envie de vous poser la question. Venez écouter la conférence. Hein. Alors, peut-être ça sera évidemment, très, je serai là. Voilà. Mais pour les téléspectateurs qui ne pourront pas venir, en quelques mots. Compliqué hein, de répondre. En quelques mots, oui. Surtout que nous avons organisé toute une soirée en trois parties, voilà, pour répondre à cette question. Et que quand même l'idée, c'est de, au fond, inviter les gens à réfléchir, que ce soit les professionnels, le public, à cette question ensemble. Et pas d'apporter une réponse toute faite à cette question. Alors ça pourrait être une question existentielle, hein, même avec une dimension philosophique, mais j'imagine que vous avez envie d'apporter une réponse très concrète à cette question-là. Il faut essayer d'apporter une réponse concrète, peut-être à la hauteur de la question elle-même, puisque la question implique une certaine logique, parce que si un enfant dit à quoi ça sert d'apprendre, il peut très bien penser qu'il n'a plus à aller à l'école, qu'il n'a plus à recevoir un savoir transmis par l'autre, par les professeurs ou par les enseignants, et donc penser qu'il peut trouver les solutions tout seul. Et vous avez raison, c'est une question philosophique dans le sens où beaucoup de philosophes ou d'écrivains se sont déjà penchés sur ces questions-là, la nécessité d'apprendre, parce qu'au fond, le savoir, c'est ce qui permet des fois d'oublier des questions difficiles que chacun rencontre dans son existence. Donc, c'est des questions essentiellement existentielles. Alors, à quoi ça sert d'apprendre? À l'école ou finalement, de manière générale, à quoi ça sert d'apprendre? Parce que j'ose espérer qu'on apprend tous les jours. Mais oui, comme disait un grand philosophe, puisque vous avez l'air de vous intéresser à la philosophie, Hegel, il dit « Le vrai besoin spontané de l'enfant, c'est d'apprendre ». L'enfant est essentiellement curieux, il pose toujours des questions, très souvent d'ailleurs exprès pour embarrasser ses parents, mais il pose des questions parce qu'au fond, il est pris par ça, par quelque chose qui se passe dans sa tête, et il veut savoir. Donc après, ce qu'il faudrait, c'est essayer, c'est pour ça, comme le rappelait Annie, de trouver des interlocuteurs qui se mettent aussi à la hauteur des questions de l'enfant, et rendre vivant le savoir que nous avons à transmettre, et peut-être aussi les parents, ne pas forcément s'abriter à regarder la télévision, même si c'est très important, surtout maintenant, mais retrouver les lectures, prendre du temps pour lire un livre à sa petite fille de 3 ans qui est là, qui attend que sa maman revienne de la télévision. Et c'est pas du temps perdu. Les enfants ont besoin d'entendre un adulte parler à partir du récit qu'il est en train de lui lire, parce que c'est ça qui permet à l'enfant de se créer un imaginaire et ne pas être pris par les images telles qu'il les voit à la télévision, mais se créer lui-même son petit imaginaire, et ça nécessite une présence des adultes. Alors rassurez-nous, pardon Philippe, mais si on n'a pas toujours les réponses, c'est pas grave? Ben non.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge précise où l'enfant construit son imaginaire? Est-ce qu'on l'a défini? Ou c'est toute l'enfance? Tout le monde construit toujours un imaginaire. Même là, quand je suis venu en Corse aujourd'hui, je me construisais l'imaginaire de comment est cette île, tout ça. Donc, et c'est très important de se construire un imaginaire. C'est ce qui nous permet, au fond, de tenir dans notre existence. Après que l'imaginaire ne corresponde pas toujours aux images que l'on voit, ça, c'est un décalage qui est nécessaire, c'est un malentendu. Et l'enfant se construit, et même l'adulte se construit toujours un imaginaire. Il vaut mieux d'ailleurs. Sur un malentendu. Oui, Oui, Attention. oui. bien sûr. Mais le malentendu, comme disait Baudelaire, est au cœur de l'être humain. Le monde marche par un malentendu. On voit l'affiche derrière vous. Annie, comment vous avez eu l'idée d'organiser une thématique une conférence autour de cette thématique? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les services spécialisés, c'est un des motifs de consultation les plus fréquents, que les difficultés scolaires et les difficultés, enfin au fond, les questions face au savoir. Parce que c'est une question qu'occupe quotidiennement, au fond, un peu tout le monde, à la fois vis-à-vis de ses enfants et même par rapport à soi-même. Voilà. Et puis parce qu'elle fait souvent obstacle, en tout cas on rencontre régulièrement les écoles et les enseignants, et c'est souvent une question qui est amenée par les enseignants comme celle des enfants. C'est-à-dire, au fond, à quoi ça sert d'apprendre, voilà. Et c'est comme ça que c'est venu, et c'est comme ça que nous avons pensé à inviter Philippe Lacadet sur cette question-là. Et d'ailleurs, Philippe, je crois qu'un jour, un élève vous a posé la question. Oui, enfin, pas forcément à moi, si vous voulez, mais il a posé cette question à une collègue, écrivain, Catherine Henry, qui a beaucoup écrit d'ailleurs à partir de son travail d'enseignante, et elle lui avait répondu, mais la question qu'on devrait se poser, c'est à quoi ça sert de ne pas apprendre? La question qui est souvent sous-entendue par les élèves à partir de à quoi ça sert d'apprendre, c'est en fait une façon de masquer le fait qu'ils vivent peut-être leur erreur ou leur échec comme un échec scolaire, et donc du coup, ils travestissent leur échec en demandant mais de toute façon à quoi ça sert d'apprendre. Donc c'est une autre façon de parler des difficultés scolaires, de parler des échecs scolaires, et surtout à notre époque de penser qu'on a aussi à s'enseigner des erreurs, parce que l'être humain il marche comme ça, il n'est pas forcément programmé comme le voudraient certains pour correspondre au programme préétabli. Comme c'est un être humain, il a un moment d'erreur, de questions, et il faut prendre point d'appui sur ça plutôt que très vite stigmatiser l'élève, et tout petit. Oui, l'erreur n'est pas une fatalité finalement, voilà. au contraire. En classe, en grande section de maternelle, on peut dire, certains profs pensent que déjà, oh là là, vous savez, votre enfant, il a de grandes difficultés, je ne sais pas s'il pourra s'adapter au primaire. Mais qu'est-ce qu'il en fait ? La vie, c'est une histoire de rencontre, et heureusement d'ailleurs. Et il suffit déjà des fois qu'un élève rencontre un autre professeur, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'allume dans son désir, dans son regard, et tout d'un coup, on sent que tout d'un coup, l'étincelle de la curiosité se remet à briller en lui, et il a envie d'apprendre. C'est une question de pédagogie. Alors dans ces cas-là, on pourrait dire, parce que ça vient peut-être aussi de l'enseignant, pas forcément de l'incapacité de l'enfant à intégrer un programme. Il ne s'agit pas, si vous voulez, comme le disait très bien Annie, de critiquer, enfin elle ne l'a pas dit, mais c'est ce que vous entendez, de critiquer les enseignants. Voilà, on n'est pas là pour ça. Voilà, on est là pour faire des échanges interdisciplinaires. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté d'aller dans des écoles, de faire des conversations avec les professeurs et aussi avec les élèves, pour qu'à la fois les professeurs témoignent de leurs points d'impasse, mais aussi de leurs inventions. Et aussi les élèves, parce que les jeunes aujourd'hui, comme par rapport à la question que vous posiez, ont un savoir qu'ils ne trouvent pas forcément à l'école. Maintenant, ils sont branchés sur Google, sur Internet, sur la télé. Donc, il y a des choses qui se transmettent. Et ce n'est pas forcément le grand-père qui sort de sa chasse au sanglier ou qui vient d'avoir ramassé les châtaignes, qui transmet effectivement son savoir. Et pendant que le grand-père ou le père n'était pas là, le gosse, il a appris autre chose. Et il veut le faire savoir. Donc, notre question, c'est comment arriver dans le lieu de l'école, parce que ça, c'est très important quand même, le lieu d'école. C'est le lieu où on apprend à vivre ensemble. C'est le lieu où on accepte la différence de l'autre. Et à notre époque, c'est très important. Donc, il faut des lieux d'instruction pour s'instruire,
mais à plusieurs, dans une grande fraternité renouvelée. Beau message. Annie, Philippe, ça s'adresse à qui finalement la conférence de ce soir? Est-ce que c'est grand public? Est-ce que c'est pour les élèves, les enseignants, les parents? Ça, c'est vraiment une volonté que nous avons d'ouvrir cette conférence à tous. C'est-à-dire qu'on a l'idée, ce n'est pas de faire un débat d'experts, voilà, ou de venir assister à un débat entre experts. Enfin, c'est vraiment quelque chose. On pourrait dire d'une grande conversation entre Philippe Lacadet, ses invités et le public, en tout cas où chacun pourra intervenir, de là où il est, que ce soit des parents, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des enseignants. Bon, nous avons été formidablement relayés par le rectorat, ça je dois le dire, et donc effectivement, beaucoup d'enseignants sont intéressés par cette question qui leur pose problème. C'est un petit peu aussi ce que disait Philippe, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient via les enseignants d'une certaine difficulté. Voilà. Et que l'idée, tu parlais d'étincelles, il y a quand même quelque chose de comment rendre tout cela désirable. Voilà. Le savoir qui sont très rapidement, Annie, les personnes qui vont intervenir avec Philippe. Donc, comme vous en avez eu un petit exemple, nous aurons le plaisir d'écouter d'abord Philippe. Ensuite, il y a une conversation, je dirais, que Philippe va animer entre ses invités. Alors, les invités seront Josefa Giacometti, qui est donc déléguée de la région à la culture, l'enseignement, la recherche et le patrimoine, je crois, si je ne me trompe pas. Michel Barras, qui est l'ancien recteur et qui est aussi philosophe, je crois. Il y a ensuite Jérôme Ferrare. Oui, Jérôme Ferrare, qui vient au titre à la fois d'être professeur de philosophie et auteur, et donc dans cette qui est prix Goncourt 2012, me semble-t-il. Oui. Voilà, nous avons Marie-Josée Rézeau, qui est psychologue et psychanalyste, Frédéric Purcher, qui est psychiatre et psychanalyste, et Stéphane Tramone, qui est médecin à la MDPH. C'est un guet-apens. Voilà. Pourquoi le guet-apens? Non, parce qu'il y a vraiment des gens... on a essayé de faire en sorte de croiser un petit peu les regards et les domaines, voilà, de façon à ce que justement il y ait différents points de vue, on pourrait dire, qui puissent se confronter. Donc ça me semble très prometteur tout ça. On va marquer une petite pause si vous êtes d'accord et on va poursuivre avec vous, ma chère Francine, et ces énigmes pour que vous puissiez tenter de remporter des cadeaux. Tout à fait. Parce que c'est là où il y a un gioco per compiere questa settimana un'altra indovinella e bisogna scoprire un artista. Allora sta da sante, so canterina ha due esciuto 3 dischetti di Villette d'Amore, mezzogiorno e passaggera, so professore di lingua e cultura gorsa e dopo qualche mese presento un'emissione che si chiama Isabiantoni con Laurent Vitali. Un nostro collega. On apprend plein de choses d'ailleurs dans cette émission. Impareremo assai a fare, è vero. Dunque, quale sono? Se avete la risposta, per giocare con noi chiamateci a 0800 000 900. Da invece oggi, 2 piazze per un concerto in un quadro di un piccolo festival in omaggio alla canzone Bastiaccia con Mai Pesce. Il 15 di luglio e 2 piazze per Ruatello l'Acquavision per una visita ad un'ora di Galan che di Daiaccio. Dunque, di 5 piazze per un giro di Rodulone nella piazza Mio. Ecco. Place Mio, j'allais dire au pied de la roue, où nous serons justement le 23 juin prochain pour la dernière émission de l'année. On vous invite évidemment à venir à partir de 12h05. Il y aura plein de cadeaux à gagner. Il n'y aura pas qu'un seul gagnant. Tout à fait, il y aura plusieurs gagnants, plusieurs lots et puis surtout beaucoup de convivialité. Si vous voulez plus d'informations, l'adresse est affichée, le site de la mairie et le site de France 3 Corse via Steel. Alors à suivre, je vous le disais, ça aurait pu faire l'objet d'une énigme, hein, pourquoi pas. Mais vous êtes penché sur les grandes théories de la psychanalyse. Alors, les grandes théories... elle souffle. J'ai souffert, figurez-vous, parce que ça n'est pas tout simple, c'est assez complexe. Alors, je me suis souvent demandé ce que voulaient dire toutes ces grandes théories, ces longues phrases, ces longues analyses, plus torturées que des romans de Zola, sur ces périodes complexes que sur l'enfance et l'adolescence. Et j'avais pas trop envie de me lancer dans des lectures freudiennes pour savoir comment on apprivoise la bête et comment on a voulu... comment exorciser son complexe. Ne regardez pas, les spécialistes sont là. Hein. Tout à fait. Alors je me suis dirigée vers quelque chose de plus moderne et j'allais interroger l'inconscient de mon smartphone quand celui-ci a grillé à 3h du matin. Donc plus sérieusement, j'ai tenté de trouver des références plus modernes pour faire moins vieille école et je me suis donc mis à rechercher et je suis tombée sur Alice Miller, donc, qui est une doctoresse suisse. Une docteure suisse en philosophie, psychanalyste célèbre dans le monde entier pour ses écrits, son combat pour la défense des droits de l'enfance. Elle a écrit ce grand livre,
comment dire, certains l'ont vécu pas comme une Bible, mais comme une référence, des révélations en fait, sur le drame de l'enfant doué. Donc, contrairement à son titre, il n'était pas fait pour vous parler d'enfants ultra méga doués, mais sur une vraie question que je vais vous poser. Donc, pourquoi tant d'adultes doués qui réussissent dans la vie souffrent-ils de se sentir étranges à eux-mêmes et intérieurement vides? Je m'adresse donc ne me posez pas la question. Au psychanalyste que nous avons sur le plateau. Sur le plateau, vous en diriez quoi, vous? Pourquoi on peut se sentir vide comme ça? Je ne sais pas si on peut se sentir vide, mais si vous voulez, on peut prendre appui sur le prince de l'adolescence, Arthur Rimbaud, qui déjà écrivait « Je est un autre » et qui disait aussi « La vraie vie est absente ». Beaucoup ont cru, et notamment beaucoup d'adolescents, pensent que Rimbaud aurait dit « La vraie vie est ailleurs » et c'est pour ça que très vite, ils ont envie de s'en aller. La solution est ailleurs de la maison, la solution était en dehors de l'école, comme si la vie était ailleurs. Et Rimbaud, s'il dit « La vraie vie est absente », c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui fait que la vraie vie correspond à une place vide et que ce vide dont vous dites qu'on peut très bien l'appréhender ou le vivre à l'intérieur, c'est justement ce vide qu'il s'agit de regarder en face parce qu'il est au principe de toute création. Et que c'est à partir de là qu'effectivement les sujets peuvent inventer, ce que disait très bien Rimbaud, trouver une langue, inventer une langue. Et c'est là-dessus où il faut faire très attention, c'est-à-dire se pencher sur qu'est-ce que les gens peuvent inventer. Et c'est pour ça que si Rimbaud dit « je est un autre », à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de plus étrange que moi-même. Donc c'est quelque chose d'autre. Et aller voir un psychanalyste, c'est ça. Je n'ai pas lu Alice Miller, mais si par exemple la psychanalyse vous intéresse, vous pouvez aller dans des écoles, notamment en Corse, il y a l'association Corse freudienne qui vous apprendra que quand même lire Freud, c'est pas dépasser, qu'il faut dépasser justement ce que vous dites comme ça de façon un peu rapide sur le deep. La psychanalyse parle d'autre chose. La psychanalyse, elle s'intéresse à ce qui se passe dans le corps de quelqu'un, ce qui le fait souffrir ou dans sa pensée, et il faut qu'il trouve un lieu d'adresse pour dire ça, pour traduire en mots ce qu'il vit en lui d'étrange. Et on n'a pas inventé mieux, surtout à notre époque, que d'avoir des gens à qui on peut aller parler de nos petites souffrances, comme disait très bien Rimbaud. Vous voyez, c'est pas dépassé. Il appelait ça les souffrances modernes. Eh bien, un sujet est toujours moderne par rapport à ce qu'il vit dans son être. Il y a une modernité inhérente à l'être humain et c'est pour ça qu'il faut justement être sensible à ce que nous apportent les jeunes, les enfants. Qui n'est pas sensible, c'est d'ailleurs Françoise Dolto qui avait dit ça, qui n'est pas sensible aux mots inventés par les enfants. Le cercle de famille applaudit à grands cris, comme disait Victor Hugo, quand l'enfant fait un petit mot. Quelle mère ne va pas rapporter à ses copines à la télévision « Ah, t'as vu ce qu'a dit ma fille? Elle est géniale, ma fille !» Eh bien voilà, les enfants sont géniaux et il faut leur redonner cette dimension. C'est pour ça que j'avais appelé mon livre « La vraie vie à l'école », c'est-à-dire que l'école n'est pas qu'une entreprise de mortification, même si effectivement il faut être silencieux et tout ça, mais il y a une vie. Et d'ailleurs, je suis très content que notre futur ministre de l'Éducation ait écrit un livre qui s'appelle « L'école de la vie », comme si il s'est inspiré, c'est la question que vous vouliez me poser, est-ce que le travail qu'on fait, est-ce que ça a des implications sur, effectivement, l'éducation nationale? L'éducation, elle est toujours à faire. On est toujours à éduquer. Alors ce serait quoi l'école rêvée, l'école de demain, celle que vous aimeriez avoir? L'école de demain, c'est celle où on apprend le savoir qui peut être transmis par les auteurs anciens, par les enseignants qui rendent vivant avec leur corps. Regardez comme disait Rimbaud, il ne parlait pas du corps enseignant, il parlait des corps enseignants, pour bien démontrer que l'enseignant apprend avec son corps. Un peu comme vous deux, là, quand vous nous recevez à la télévision, vous avez une présence telle qu'on a envie de vous parler. Oh, merci. Vous savez animer. Non, vous écoutez. Le problème, c'est que le temps file. Merci Francine pour ce petit. Je voulais juste apporter une petite précision, parce que justement, vous avez parlé de Françoise Dolto qui allait faire partie de ma chronique. Je sais. Qui est la maman de
du chanteur Carlos, qui est quand même l'auteur de Big Bisou. Alors, est-ce que Carlos a voulu passer un message à sa mère à travers cette chanson? Est-ce que vous pensez qu'il y avait un message de non-affection, un appel, Big Bisou maman, un petit truc comme ça? Comme vous y allez, mais vous interprétez à l'ancienne mode. On dirait Freud qui met de l'Oedipe partout. Non, François Dolto a réussi à nous produire un objet volant non identifié, Carlos, un type bizarre qui a su effectivement faire entendre, c'est vrai, qui a su faire entendre plein de choses, qui était heureux de vivre avec son obosité, qui effectivement a réussi à affirmer son extrême singularité. Et voilà, donc il faudrait plein de Carlos. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. J'espère que vous avez eu votre réponse, ma chère Francine. Alors à suivre, si vous êtes d'accord, on va rejoindre Serge, puisque vous avez parlé du corps. On va parler des arts du cirque. Il aurait pu faire le clown, hein, Serge, c'est un de nos chroniqueurs, mais il va nous faire découvrir une autre discipline. Il va nous faire découvrir l'aérien. Ça va se passer du côté de Bastia. C'est avec Natacha Conti, c'est très beau. Et mine de rien, je vous dis pas ça au hasard, c'est très physique, on regarde. Cela fait plus de 10 ans que Natacha Conti enseigne les arts du cirque à Bastia au sein de sa compagnie Mine de Rien. Ici, les enfants et les adolescents peuvent s'initier à plusieurs pratiques qui demandent une certaine souplesse et, si possible, un peu de grâce et d'interprétation. Le cirque, c'est d'abord une rigueur physique, mais cela n'empêche pas la poésie. L'école existe depuis 2004 et on a pu reprendre l'aérien en 2006 puisqu'on a eu un temps où on n'avait pas de lieu. En plus, on est 2 écoles sur Bastia qui fonctionnent bien. Voilà quoi. Donc je pense qu'au niveau de l'aérien, il y a un vrai engouement. Le cirque, c'est plus compliqué. Le théâtre aussi, engouement. Mais le cirque, c'est vraiment... je pense que les gens à Bastia sont pas encore... alors j'aime pas le mot éduqués, mais ont encore une image un peu vieillotte, vous voyez, du cirque. On n'est pas sur le cirque contemporain ou le cirque moderne avec une poésie. Voilà. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être un outil pour les enfants et dans l'éducation et dans le développement personnel. On a ce qu'on appelle la corde en M, les tissus aériens, du trapèze fixe, le filet aérien également. On a du cercle rotatif et du cerceau. Et ces enfants-là, ils ont travaillé longtemps pour ces exercices-là, parce que c'est quand même un peu technique. Alors ça dépend des enfants. On a des débutants, évidemment, qui sont vraiment en initiation cette année. Et on a quelques élèves qui sont là depuis pas mal d'années, du coup, qui atteignent un niveau technique intéressant. Donc tu vois ça, les gens s'accrochent là-dessus pour faire des acrobaties, d'accord? Attends, je suis pas fou, je vais pas le faire. Je vais faire un petit peu. Je pense qu'il y a vraiment ceux qui sont attirés par l'aspect physique. Alors, on n'est pas du tout dans la compétition, mais on est dans la compétition avec soi-même au trapèze. Après, il y a ceux qui sont vraiment dans l'artistique, donc vraiment la danse, le mouvement, et qui sont dans une recherche aussi. Donc, je propose même un petit atelier avec ces ados-là, un atelier d'improvisation. Donc, c'est un peu théâtralisé, un peu dansé, le rapport au sol, à l'air. Je pense qu'après, on a le mélange, la découverte, la curiosité, tout simplement. Vous avez dit pas de clown. Ouais, ça bavarde, hein. Ils sont extrêmement dissipés. Hein. C'est ça. Alors, ce ne sera pas du tout le cas ce soir pour la conférence à 18h30 à l'Espace Diamant. Le thème, ce sera à quoi ça sert d'apprendre. Oui. Mais avant ça, on est obligé, je suis désolée, de faire une petite piqûre de rappel sur le temps qu'il va faire ce week-end. Et c'est Francine qui s'en charge. Dunque, la nostra meteo sole d'Urchino, bello gelo. Per tutta domenica ci sarà un vento debole di mattinata, bilderà a punente a sud-punente, veramente debole quantunque. Un po' guimaroso in occhi di Univasio, ma un mare sarà bello altro e di temperature elle saranno tra 28 e 38 gradi. Allora, se così di parte di Ubaisa di Laua, su sabato 17 di giugno,
scusate, a tutti i bassionati di ghiaccio sotto mare, a parte di mezzogiorno e mezzo, Marco Bardi, un campione del mondo di ghiaccio sotto mare, scontrerà il pubblico in giro un aperitivo. Donc, se vous êtes passionné, vous pouvez andare a scontrarlo. Merci Francine pour ce rendez-vous. Alors Philippe, c'est le moment de ne pas écouter ce que je vais dire. Annie, pourquoi vous l'avoir sollicité pour la conférence de ce soir? Ah, Philippe Lacadé. Philippe Lacadé, d'abord, c'est peut-être une référence de son expérience, d'abord, de psychiatre, de psychanalyste, assez longue, voilà, d'auteur, d'ouvrages qui font assez référence dans le domaine de l'enfance. Le premier sur le malentendu de l'enfant, l'autre sur l'adolescence, l'éveil et l'exil, et puis on s'est un peu arrêté sur celui qui est intitulé, comme il l'a dit, La vraie vie à l'école, et qui nous semblait vraiment répondre aux préoccupations du moment qu'on avait dans les rencontres que nous avions avec les écoles, et puis dans les questions qui nous sont renvoyées quotidiennement. Après, eh bien, c'est parce qu'il parle assez facilement, vous l'avez vu. Oui, on a vu ça. Voilà. Il est assez sympathique, ce qui nous semblait très important, et accessible. Voilà, puisqu'on se mettait un point d'honneur à ce que ce soit une conférence tout public où les gens puissent intervenir facilement et qu'il a aussi cette facilité comme ça de converser qui nous semblait tout à fait favorable à cette... Alors Annie, en 30 secondes, puisque l'émission est déjà terminée, les infos pratiques sur la soirée. Infos pratiques, l'entrée est libre et tout le monde est bienvenu, quel que soit le public, jeune, vieux. Nous voulions faire un forum jeune, mais ça n'a pas été possible puisque ce sont les dates du bac. Donc la conférence, ensuite la grande conversation et ensuite un moment d'échange beaucoup plus informel et tout à fait important autour d'un cocktail et de la dédicace des ouvrages de Philippe. Ah, mais vous savez parler à nos auditeurs. Merci infiniment d'être venu sur le plateau pour essayer de répondre à cette fameuse question, mais pour avoir le fin mot de l'histoire, rendez-vous ce soir 18h30 à l'Espace Diamant. Merci infiniment Annie, on se donne rendez-vous pour d'autres thématiques puisque vous intervenez régulièrement. Merci une fois de plus Philippe. Francine, vous ne bougez pas. À 13h, on vous dira tout sur la bière. Oui, un autre sujet. C'est à l'occasion de la 7e édition de la Moisson des Brasseurs. On va vous expliquer comment elle est fabriquée, cette fameuse boisson vieille de 8000 ans. 8000 ans. Mais vous allez voir, elle a été dépoussiérée, et son image en particulier. Ce sera juste après le flash de 13h présenté par Stella Roche. À tout de suite.